Merci d'être là de bonne heure ce samedi matin. Et donc, pour reprendre notre congrès, nos sessions, et on est à la 9e séance. Et c'est une séance spéciale parce que c'est une réunion commune entre l'Astidiane et l'SLD. C'est la deuxième année consécutive qu'on fait ça. Et pour modérer cette séance, j'ai l'honneur d'avoir à mes côtés M. le professeur Saïd Diop du Sénégal, M. le professeur Rachid Melek d'Algérie, et puis Dr Hamdoul Hassani, président de la Société marocaine d'endocrinologie, diabète et nutrition. Et pour commencer, on va inviter donc le premier orateur, c'est le professeur Martin Biscart. Tout le monde le connaît maintenant, il est professeur émérite de médecine interne et d'endocrinologie à l'Université catholique de Louvain, ancien chef de service de nutrition aux cliniques universitaires d'endocrinologie et nutrition, clinique universitaire Saint-Luc à Bruxelles. Il a été à plusieurs postes de responsabilité. C'est un grand spécialiste du diabète, a beaucoup présenté, beaucoup écrit, beaucoup publié dans de nombreuses revues internationales. Il est auteur d'un livre que vous pouvez avoir ou consulter, des méthodologies cliniques, qui est, je crois, à sa 4e édition. Il co-organise avec professeur André Chine le congrès SLD 2020 à Bruxelles, auquel certainement il va vous inviter. Et donc, il va nous parler d'un sujet assez insolite et spécial, l'effet rénal des antidiabétiques. Merci beaucoup, Monsieur le Président du Congrès. Messieurs les modérateurs, chers collègues, chers amis, permettez-moi d'abord de remercier vraiment de tout cœur le comité scientifique, le comité organisateur du Congrès. Je voudrais en particulier remercier le professeur Rabi pour son invitation à y participer. C'est vraiment un très grand plaisir et un très grand honneur d'être ici. Alors, la néphropathie est une complication redoutable et redoutée du diabète sucré. La littérature l'illustre, sans concession. Regardez ce travail américain. Il vous montre que la prévalence ou l'incidence cumulée au cours de 10 ans de suivi, l'incidence des mortalités, mortalité globale, mortalité cardiovasculaire, elle est démultipliée. Elle est démultipliée chez les patients diabétiques avec néphropathie par rapport aux patients diabétiques sans néphropathie et par rapport au sujet contrôle. La néphropathie démultiplie le risque de mortalité. Alors ce travail américain, il est confirmé indirectement par un travail européen. C'est un travail publié par Tancredi dans New England, c'est l'expérience suédoise, et elle vous montre de manière très claire que la gravité de la néphropathie conditionne le devenir cardiovasculaire. Regardez à titre d'exemple la mortalité cardiovasculaire. La mortalité cardiovasculaire, elle est multipliée par un facteur 30. Elle est multipliée par un facteur 30 lorsqu'un diabétique a développé une néphropathie au stade 5, une néphropathie terminale. Le tableau est donc bien sombre et il est non seulement légitime, mais essentiel de mener contre cette néphropathie une bataille. Alors cette bataille, nous l'avons menée, vous l'avez menée dans les pays du Maghreb, en Europe. On l'a menée avec les armes dont nous disposions, avec les armes dont nous disposons. Et l'arsenal est dense, c'est vrai, il est riche. Il y a l'optimisation glycémique, il y a la maîtrise de la tension artérielle,
il y a le blocage de l'axe rénine-angiotensine, et puis il y a le contrôle de tous les facteurs de risque conventionnels. Ça, c'est le traitement. Mais peut-on vraiment parler avec ces traitements, peut-on vraiment parler de succès thérapeutique? Oui, en partie. En partie. C'est vrai. C'est vrai, regardez là, dans ce papier du New England de 2014, la prévalence de néphropathie tend à diminuer au cours des dernières décennies. On est passé d'un facteur absolu 28 à un facteur absolu 20. Oui, ça a diminué. Ça a diminué, mais cette décroissance de la néphropathie est incomparable par rapport à la décroissance observée pour d'autres complications. Donc, vous et moi, avec les moyens dont nous disposons, nous avons gagné une bataille contre la néphropathie, mais nous n'avons certainement pas gagné la guerre contre la néphropathie. Alors, dans ce contexte, toute approche qui apporterait une pierre à l'édifice, toute approche qui permettrait de réduire ce risque de néphropathie chez le patient diabétique, elle serait évidemment privilégiée dans la démarche thérapeutique. Alors, chers collègues, vous le savez, des publications récentes, très récentes, ont mis en évidence, ont suggéré en tout cas, un effet néphroprotecteur d'un certain nombre de médicaments, d'un certain nombre de classes de médicaments. Ce serait évidemment là une avancée remarquable. Alors le but de mon exposé d'aujourd'hui, c'est de vous proposer un état des lieux sur ce point, sur ces avancées thérapeutiques potentielles de néphroprotection des médicaments. Alors je voudrais diviser mon exposé en deux parties principales. La première partie, ce seront les anciens médicaments, car les anciens médicaments se sont invités dans la pièce. Et puis dans la seconde partie, on abordera les nouveaux médicaments dans l'ordre, les gliptines, puis les agonistes du GLP-1, et on terminera, avant de conclure, par les glyphosines. Alors je vous disais, les anciens médicaments se sont invités dans la pièce. Et quand on parle d'anciens médicaments, le premier réflexe, c'est évidemment d'évoquer la metformine. Oui, la vieille metformine. Oh, on sait tous que la metformine, elle est contre-indiquée quand la clearance de la créatinine est inférieure à 30 ml par minute, bien sûr. Mais ici, il s'agit d'autre chose. Il s'agit de la metformine en amont. Est-ce que cette metformine a potentiellement, on connaît toutes ses vertus, mais est-ce qu'elle a aussi une vertu de néphroprotection? Il y a des données expérimentales qui le suggèrent. Regardez dans ce papier publié en 2017, les auteurs observent que dans un modèle de souris atteint de maladies polykystiques rénales, l'administration de metformine diminue la fibrose tubulo-interstitielle par toute une série de mécanismes que vous lisez sur la diapositive. Et non seulement la metformine réduit la fibrose tubulo-interstitielle, mais elle réduit la croissance des kystes. On est dans une polykystose rénale. Eh bien, il y a une réduction de croissance des kystes rénaux via stimulation MPK, inhibition mTOR. Oh, vous me direz, oui, mais ça, c'est la metformine expérimentale, c'est des utopies expérimentales. Chez l'homme, il y a aussi des données. Il y a aussi des données, par exemple, ce papier publié en 2013. C'est un papier intéressant, c'est 13 000 vétérans aux États-Unis. Ils ont tous une filtration glomérulaire supérieure à 60 ml par minute. On va instaurer un traitement du diabète de type 2, soit sous metformine, soit sous sulfamide hypoglycémiant, et on va les suivre pendant 5 ans. Et au cours de ces 5 ans, ce qu'on va faire, c'est ceci, c'est analyser le pourcentage de patients dans chaque groupe qui va se caractériser par un déclin de la fonction rénale, une diminution de la filtration glomérulaire de 25% ou des aggravations majeures de la fonction rénale. Bien, ce que les auteurs de ce papier observent, c'est que si vous êtes sous metformine, vous avez une réduction de risque proche de 20%, une réduction de risque proche de 20%
d'atteindre cet objectif de déclin de la fonction rénale. Donc, la metformine semble protéger de ce risque, semble limiter ce risque par rapport en tout cas aux sulfamidés hypoglycémiants, et ceci après ajustement statistique. C'est une donnée. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres, elles concernent la greffe rénale. La greffe rénale, chez les patients diabétiques de type 2, eh bien, la survie du greffon, la survie du patient est prolongée lorsque, en présence de metformine versus en absence de metformine. Donc voilà quelques données. Oh, ce n'est pas absolu, mais donc on en conclut que la metformine n'a pas terminé d'écrire son histoire et qu'une page qui concerne la néphropathie est en train d'être rédigée. Oh, ce n'est pas encore terminé, ce n'est pas conclu, mais il y a là des données qui sont fort intéressantes. Alors l'autre ancien médicament, l'autre classe de médicaments, ce sont les sulfamidés. Les sulfamidés, on peut les prescrire en cas d'insuffisance rénale. J'ai repris le très beau tableau de la SFD publié en 2017 qui montre que pour certains sulfamidés hypoglycémiants, eh bien, jusqu'à une clearance de 30 ml par minute, on peut les administrer. C'est le cas en particulier du glyclazide. Un effet de néphroprotection percé n'a pas été retrouvé pour les sulfamidés hypoglycémiants. L'effet de néphroprotection, il est indirect. Il est indirect via l'optimisation glycémique. Et là, les études sont claires. Je vous montre, par exemple, l'étude Advance. Il faut vous rappeler que l'étude Advance avait montré un certain bénéfice, entre guillemets, macrovasculaire, mais surtout un bénéfice au niveau microvasculaire. Il y avait là une réduction de 17% du risque microvasculaire, et cette réduction de risque microvasculaire, elle est surtout portée, elle est surtout tirée par la réduction de la néphropathie, par rapport à la rétinopathie. Donc, un bénéfice indirect sur le plan rénal pour les sulfamidés hypoglycémiants passe a priori par l'optimisation glycémique. Je pense que c'est l'essentiel de ce qu'il fallait dire pour les anciens médicaments. On va en arriver aux nouveaux médicaments, aux nouvelles classes de médicaments, parce que là, la littérature est très dense. Qu'en est-il de l'effet néphroprotecteur des gliptines? Est-ce qu'il y a un effet néphroprotecteur des gliptines? J'ai envie de dire un petit peu oui, un petit peu non. Partie. Et je me base sur 3 études, les 3 grandes études qui concernent les inhibiteurs des BP4, l'étude TECOS, l'étude SAVOR et l'étude plus récente pour la linagliptine, l'étude Carmelina. Alors, vous savez qu'en termes de contre-indication rénale, non, il y a un ajustement de la posologie des DPP4 inhibiteurs quand on a une insuffisance rénale, y compris terminale, sauf pour la linagliptine qui n'est pas concernée puisqu'elle n'a pas de métabolisme rénal. Alors voyons TECOS. Est-ce que TECOS suggère que la sitagliptine a un effet néphroprotecteur? C'est un peu décevant. C'est un tout petit peu décevant. Regardez TECOS, au contraire, si on cible la filtration glomérulaire, TECOS ou l'administration de sitagliptine, au bout des 48 mois d'études, la sitagliptine fait moins bien. Elle fait moins bien. Il y a un déclin plus important de la filtration glomérulaire sous des PP4 inhibiteurs que sous placebo. Alors, ça n'est pas très cliniquement relevant, on est d'accord, mais enfin, c'est quand même significatif. Donc, pas de gain sur le plan de la filtration glomérulaire. À l'opposé, si on regarde l'excrétion urinaire d'albumine, là, c'est du positif. Là, c'est du positif, et au bout des 48 mois de l'étude, de manière significative, il y a une excrétion moindre d'albumine, une moindre albuminurie sous sitagliptine que sous placebo. Donc un effet albuminurie. Et cet effet albuminurie, il va être confirmé dans l'étude SAVOR, là de manière indiscutable. Alors, regardez, il est confirmé à tout stade après un an d'administration de saxagliptine, après 2 ans d'administration de saxagliptine. Il est confirmé, quelle que soit la filtration glomérulaire. On a de nouveau un bénéfice patent sur la protéinurie. Et vous le voyez, c'est surtout marqué à des stades évolués de néphropathie, donc c'est intéressant. Une autre manière d'exprimer le résultat, c'est ceci.
c'est illustré par cette diapositive. Si vous avez au départ une microalbuminurie, 30 à 300, si vous avez une microalbuminurie au départ, eh bien, au bout de l'étude, près de 60% des malades qui reçoivent de la saxagliptine n'auront pas bougé, resteront en microalbuminurie, mais près de 30% d'entre eux vont la corriger et vont se retrouver dans un état de normoalbuminurie. Quelques-uns, moins de 20%, vont évoluer vers la macroprotéinurie. Alors, sous placebo, c'est le contraire. Sous placebo, il y en a toujours 60% qui ne bougent pas, qui restent en microalbuminurie, mais vous en avez moins, 20% seulement qui vont corriger leur microalbuminurie, et vous en avez davantage qui vont dégrader leur microalbuminurie vers la macroprotéinurie. Donc voilà, c'est confirmé, et élément intéressant, si on essaie d'expliquer le pourquoi, si on essaie d'expliquer le pourquoi, il y a ces données-ci qui sont des données intéressantes et qui vous montrent que cet effet sur l'excrétion urinaire d'albumine n'est pas nécessairement lié au contrôle glycémique. Regardez, ici, voilà le groupe de patients qui a amélioré, réduit la microalbuminurie, corrigé la microalbuminurie. Eh bien, vous voyez le pourcentage de patients qui corrigent leur microalbuminurie sous saxagliptine, il est le même que l'hémoglobine glycatée ait été améliorée par le DPP4 inhibiteur ou que l'hémoglobine glycatée est restée inchangée. Donc, autre mécanisme que le contrôle glycémique per se. Alors, il reste la troisième étude, qui est celle présentée à l'EASD en septembre dernier, c'est l'étude Carmelina avec la linagliptine. Alors, cette étude Carmelina a comme intérêt principal d'être celle qui a inclus le plus de malades diabétiques de type 2 avec une fonction rénale perturbée. Regardez par rapport à toutes les autres études, plus de 60% des malades de Carmelina avaient une filtration glomérulaire qui était inférieure à 60 ml par minute. Donc on a des résultats dans une population au profil un petit peu différent. Eh bien le résultat, il va être le même. Le résultat, il va être le même. Regardez, un objectif composite rénal avec décès rénal, multiplication par 2 de la créatinine, là, pas de différence significative, pas d'effet. Par contre, de nouveau, si on cible spécifiquement l'albuminurie, ben vous avez, encore une fois, 14% de réduction de manière tout à fait significative, 14% de réduction de l'albuminurie sous Tradjenta, sous linagliptine, par rapport au placebo. Donc le message à retenir pour les DPP4 inhibiteurs, effet sur l'excrétion urinaire d'albumine, effet globalement, reconnaissons-le, relativement modeste. En termes d'incrétinomimétique, après les DPP4 inhibiteurs, on a des agonistes du GLP. Et vous savez que les agonistes du GLP1, en particulier le liraglutide, on peut aussi le prescrire loin dans l'évolution de la maladie rénale. Alors, est-ce que ces agonistes du GLP1 vont être plus puissants sur le plan néphroprotection que les DPP4 inhibiteurs? C'est l'étude LEADER qui va nous apporter la première réponse. L'étude LEADER, vous vous rappelez, l'étude LEADER, ce sont des malades, ils ont plus de 50 ans et déjà une pathologie cardiovasculaire, ils ont plus de 60 ans ou des facteurs de risque multiples, ils vont recevoir en ajout de leur traitement habituel, soit un placebo, soit du liraglutide, du Victoza. Alors, l'objectif primaire, il est cardiovasculaire, ça ne nous concerne pas aujourd'hui, mais il y a un autre objectif de l'étude, c'est un objectif rénal. Que va devenir la fonction rénale chez les malades qui reçoivent du liraglutide par rapport au placebo? Alors, ça veut dire quoi la fonction rénale? Mais ça veut dire qu'on va étudier le développement, l'apparition d'une macroalbuminurie, le doublement de la créatinine au cours de l'étude, l'évolution vers l'insuffisance rénale terminale au cours de l'étude ou le décès lié à une cause rénale. Et c'est intéressant de vous rappeler que les caractéristiques démographiques des patients sous liraglutide ou des patients sous placebo sont tout à fait comparables. L'étude était remarquablement bien menée. Elle est aussi très bien menée démographiquement parlant. Si l'on considère strictement la fonction rénale, vous voyez le pourcentage de microalbuminurie, de macroalbuminurie ou de filtration glomérulaire inférieure à 60, il est identique
dans le groupe liraglutide ou dans le groupe placebo. Alors, que va faire le liraglutide? Que va faire le liraglutide par rapport au placebo? Ben, c'est ceci. C'est ceci, c'est une réduction considérable. C'est une réduction considérable. 22% de l'objectif primaire. Donc, tout ce que je vous ai dit là, tout mis ensemble, c'est réduit de 22%. Donc, magnifique. Magnifique. Maintenant, si on analyse les données de manière un petit peu plus ciblée, ce que l'on constate dans l'étude leader, c'est que le bénéfice, un peu comme pour les DPP4 inhibiteurs, il est limité, je mets le limité entre guillemets, il est limité à l'albuminurie. C'est surtout l'albuminurie qui est l'évolution vers la macroalbuminurie, la progression de la macroalbuminurie. C'est ça qui est réduit, c'est ça qui est très réduit sous liraglutide par rapport au placebo. Mais donc, et on le verra, c'est intéressant par rapport à d'autres médicaments, pas de miracle, pas de modification en termes de dialyse. C'est la même chose sous placebo ou sous liraglutide. Pas de modification en termes de doublement de la créatinine. Un petit bénéfice cependant que l'on retrouve dans ce sous-groupe de patients avec une néphropathie de stade 3, sous placebo, sous liraglutide, avec le liraglutide, un moindre déclin de la fonction glomérulaire. Donc un petit bénéfice, mais un petit bénéfice qui est limité à ce sous-groupe de patients, comme le montre très bien la publication du New England en 2017. Ça c'est leader. Les données de leader vont être confirmées, confortées par d'autres données qui concernent les agonistes du GLP-1. Voilà les sustain, le sémaglutide. Le sémaglutide, il montre exactement la même chose. Regardez, c'est même plus fort. 46% en moins d'événements rénaux. L'objectif primaire est réduit de 46%. C'est évidemment superbe, mais de nouveau, si l'on cible, si on décrypte, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il y a derrière ces événements rénaux, c'est de nouveau la macroalbuminurie qui est concernée, avec une réduction de près de 50% du risque de développement de macroalbuminurie, du risque de progression de la macroalbuminurie. Mais les autres paramètres, le doublement de la créatinine, la dialyse, la mortalité rénale, mais c'est la même chose. Donc voilà, de nouveau un bénéfice en termes de protéinurie et qui va être confirmé par les autres études. L'étude Excel avec le Bidurion avait montré à peu près la même chose. Un bémol. Un bémol, c'est une étude récente. C'est une étude récente qui compare l'effet du dulaglutide par rapport à l'insuline glargine chez des diabétiques de type 2. Et là, ce qu'on constate, c'est que dans les deux groupes, il n'y a pas de surprise, on réduit l'albuminurie, mais ce que l'on constate aussi, c'est que, en termes de déclin de la fonction glomérulaire, l'administration de dulaglutide, c'est l'étude AWAR 7, l'administration de dulaglutide fait un petit peu mieux que la glargine. On péjore moins, on aggrave, on détériore moins la fonction rénale sous dulaglutide que sous insuline glargine. Pourquoi est-ce que ces agonistes du GLP-1 ou éventuellement ces DPP4 inhibiteurs, pourquoi est-ce qu'ils ont ces effets? Ça pourrait être la glycémie, bien que je vous ai nuancé le point, ça pourrait être la tension artérielle, ça pourrait être la correction des facteurs de risque, c'est tout à fait possible, mais dans ce papier de Makisak, publié aussi en 2018, vous constatez que les auteurs évoquent d'autres mécanismes directement liés à la présence du GLP sur le récepteur à GLP-1 rénal, avec une diminution du stress oxydatif, une diminution de l'inflammation, une diminution de l'hypoxie rénale. C'est toute une série de mécanismes qui sont postulés, qui ne sont pas démontrés, mais c'est intéressant de les avoir à l'esprit. Il reste les glyphosines. Les trois mousquetaires. Ou mieux, comme dans le livre, les 4 mousquetaires, les 3 plus 1, les 4 mousquetaires. 4 mousquetaires parce qu'il y a 4 grandes études, 3 plus 1. Alors on va y aller progressivement. 4 mousquetaires parce qu'il y a aussi 4 glyphosines.
D'abord, un élément négatif. Rappelez-vous que les glyphosines, en termes d'efficacité glycémique, le sont moins dès lors qu'il y a une néphropathie. Donc, en termes de réduction de l'hémoglobine glycatée, on est moins bon avec une glyphosine, on est moins bon avec la canagliflozine, ici en l'occurrence, lorsque la filtration glomérulaire se situe entre 30 et 45 millilitres par minute. Regardez, la réduction d'hémoglobine glycatée, elle est de l'ordre de 0,3%, alors qu'habituellement, dans les études à fonction rénale normale, elle est de l'ordre de 0,6 à 0,8%. Ça, on le savait, c'est le côté un peu court, c'est le côté un peu négatif des glyphosines en cas d'insuffisance rénale. Mais il y a évidemment un côté jardin, il y a un côté positif. Et le côté positif va vraiment largement l'emporter sur le côté négatif. Et je vous montre les études. Il y a donc 4 études. La première étude, vous la connaissez, on en avait discuté il y a 2 jours, c'est l'étude en PAREC. L'étude en PAREC avec l'empagliflozine chez les diabétiques de type 2 qui sont tous à très haut risque cardiovasculaire. Vous vous rappelez, c'est l'ajout au traitement habituel d'un placebo ou d'empagliflozine à 2 doses. Alors, les résultats, l'objectif primaire, il est cardiovasculaire, on n'en parle pas aujourd'hui. Un autre objectif important, c'était la publication de Warren, c'est l'évolution de la maladie rénale. Qu'est-ce que la maladie rénale devient sous empagliflozine par rapport au placebo? Et il faut bien reconnaître que là aussi, les résultats sont spectaculaires. Là aussi, comme pour le cœur, les résultats sont spectaculaires. Puisque la réduction de risque de manifestation ou d'aggravation de la néphropathie, l'objectif composite cette fois-ci, c'est 39% de réduction. 39% en moins de risque de développer ou d'aggraver une néphropathie. Et cette fois-ci, c'est différent des agonistes du GLP-1. C'est pas que l'albuminurie qui est concernée. Regardez, tous les critères rénaux sont concernés. C'est l'aggravation de la néphropathie, voilà, je viens de vous le dire, mais c'est la progression vers la macroalbuminurie, c'est le doublement de la créatinine, c'est la dialyse, c'est le décès rénal. Donc, bref, tout va mieux. Tout va mieux, sauf l'installation d'une microalbuminurie. Là, il n'y a pas d'efficacité. Donc, clairement, ce sont des très belles données. Ce sont des très belles données qui vous montrent aussi que sous médicaments actifs, sous empagliflozine, eh bien, au cours du suivi, la réduction de la filtration glomérulaire est significativement moins importante que sous placebo. Et quand vous arrêtez les médicaments, au bout de l'étude, quand vous arrêtez les médicaments, quand vous faisiez partie du groupe empagliflozine, vous récupérez votre valeur de départ de la fonction rénale, vous n'avez donc quasi rien perdu, alors que si vous êtes sous placebo, ben vous ne récupérez pas, et vous avez finalement, après un mois, vous avez perdu 5 millilitres par minute, par 1,73 au carré. Alors est-ce que c'est confirmé? Parce que de nouveau, c'est très beau, c'est comme le cœur, c'est presque trop beau pour être vrai. Alors on va avoir l'étude Canvas, qui vient par après. Alors l'étude Canvas, c'est pratiquement le même profil de malade que l'étude en PAREC. Vous voyez, dans l'étude Canvas, tous n'ont pas un passé cardiovasculaire, mais enfin 65% sont en prévention secondaire. La filtration glomérulaire, regardez, 76 versus 74, donc ils ont une altération de leur fonction rénale, et il y a quand même 20% des malades qui ont une filtration glomérulaire inférieure à 60 ml par minute. Mais donc, globalement, en PAREC et Outcome, c'est un peu comparable en termes de phénotype de malade. Les résultats sont les mêmes. Vous y attendiez. Les résultats sont les mêmes. 40% de réduction. 40% de réduction de l'objectif primaire. Et l'objectif primaire, il est le même que celui dans PAREC. C'est l'albuminurie, le doublement de la créatinine, la dialyse, le décès rénal. Tout ça va ensemble. Et vous avez aussi une réduction de l'albuminurie. Ça ne vous surprendra pas. Troisième étude. Là, on est quand même en prévention secondaire, en PAREC et Canvas. Qu'est-ce qui se passe quand on est dans un groupe de patients où en majorité on est en prévention primaire? C'est l'étude d'ICLAR qui a été publiée beaucoup plus récemment. Regardez dans l'étude d'ICLAR,
le GFR, la filtration glomérulaire moyenne, elle est plus élevée, et le pourcentage de patients avec une insuffisance rénale au stade 3, ce n'est que de 7% par rapport à 20 et 25%. Donc là, on a un profil un peu différent. Vous connaissez les nuances en termes d'événements cardiovasculaires. En termes de reins, il n'y a pas de nuance. En prévention primaire comme en prévention secondaire, on a 47% dans ce papier de Viviot, 47% de réduction du risque d'évolution de la néphropathie. Donc c'est un tir groupé. C'est un tir groupé. Alors, qu'est-ce qu'il est intéressant de rajouter dans l'étude d'Iclar? C'est que ce bénéfice, cette néphroprotection, elle est là, quel que soit le degré de pathologie rénale, que vous ayez une filtration glomérulaire supérieure à 90 ou que vous ayez une filtration glomérulaire inférieure à 60, c'est exactement la même chose. Et puis ce que l'étude du New England montre également, et c'est intéressant, c'est que ce bénéfice rénal, le voilà, il est là, que vous soyez en prévention primaire ou que vous soyez en prévention secondaire. Que vous ayez simplement des facteurs de risque, prévention primaire, voilà, que vous ayez un passé cardiovasculaire, c'est exactement la même chose. Donc la néphroprotection, elle se retrouve avec cette classe de médicaments, elle se retrouve dans un continuum, quel que soit le degré d'altération de la fonction rénale, quel que soit le passé cardiovasculaire. Qui est le quatrième mousquetaire? Qui est le D'Artagnan? Qui a rejoint tout récemment la compagnie? C'est Crédence. Crédence a été présenté il y a 3 jours, il y a 4 jours, en Australie. Et je vous montre les principaux résultats de Crédence qui sont in press dans le New England. Crédence, c'est différent comme patient. Crédence, c'est des malades diabétiques de type 2, mais regardez, ils ont tous une néphropathie. Ils ont une néphropathie avec une filtration glomérulaire de 30 à 90, et ils ont une albuminurie de 300 à 5000. Donc ils ont une macroprotéinurie. Ça, c'est le profil des malades de Crédence. Donc sur le plan rénal, ils sont plus malades que les malades des autres études. D'ailleurs, regardez leur filtration glomérulaire, 56 dans le groupe canagliflozine, puisqu'il s'agit ici de la canagliflozine, et 56 dans le groupe placebo. Donc, voilà. Et protéinurie, ou en tout cas rapport albumine-créatinine, 923, 931, c'est pathologique. Alors on attendait tous les résultats de Crédence. Les résultats de Crédence vont exactement, chers collègues, chers amis, elles vont exactement dans le même sens. Ils vont exactement dans le même sens. Voilà un objectif primaire, insuffisance rénale, évolution vers l'insuffisance rénale terminale, le doublement de la créatinine, le décès rénal ou cardiovasculaire. Autre objectif, plus rénal, insuffisance rénale terminale, doublement de la créatinine, décès rénal. On a enlevé là le cardiovasculaire. C'est la même chose, rappelez-vous les chiffres, 30%, 34% de réduction de risque lorsque vous êtes sous canagliflozine par rapport au placebo. Et si on considère la maladie rénale terminale, 32% de réduction de risque. Et si l'on considère la transplantation, la dialyse ou le décès rénal, 28% de mieux sous canagliflozine que sous placebo. Et de nouveau, ce bénéfice se retrouve quelle que soit la filtration glomérulaire. Ce bénéfice se retrouve quel que soit le degré de macroalbuminurie supérieur à ces 3000 ou inférieur à 1000. Donc voilà, la cause est entendue. La cause est entendue, et je vous montre pour terminer l'étude Crédence, l'évolution cette fois-ci de l'albuminurie, spécifiquement de l'albuminurie sous canagliflozine ou sous placebo tout au long de l'étude, et je vous montre l'évolution de la filtration glomérulaire sous placebo ou sous canagliflozine en jaune et en bleu. Vous reconnaîtrez avec moi qu'il n'y a pas photo, la démonstration est faite. Alors ce mécanisme de protection, beaucoup d'hypothèses sont envisagées, celle-ci est intéressante.
Celle-ci est intéressante, elle vous rappelle qu'il y a une fuite sodée, l'arrivée de sodium au niveau de la macula densa va rétablir le feedback tubulo-glomérulaire, va corriger la vasodilatation de l'artériole afférente du glomérule, va corriger cette anomalie du tonus pour réduire in fine la pression intraglomérulaire. Le mécanisme paraît simple, c'est une hypothèse publiée dans Circulation qui est très séduisante. Alors voilà, j'en ai terminé. J'ai fait le tour. J'ai fait le tour en vous montrant que, voilà, l'optimisation glycémique, c'est important pour chacun d'entre nous. L'optimisation tensionnelle, le blocage de l'axe rénine-angiotensine, la correction des facteurs de risque. Ça, on le savait tous, c'est notre travail quotidien à Tunis, à Bruxelles, dans le Maghreb, en Europe. Mais voilà, la plus-value, une petite plus-value pour la metformine, peut-être une petite plus-value possible, indirecte pour les sulfamidés hypoglycémiants, mais ça passe par l'optimisation glycémique, mais une plus-value pour les DPP4 inhibiteurs et les GLP agonistes en termes d'excrétion urinaire d'albumine, et indiscutablement un bonus, une plus-value plurielle sur le plan rénal pour les SGLT2 inhibiteurs. C'est ce que la littérature nous montre. Donc, à la question que je vous avais posée, est-ce qu'il y a des classes de médicaments qui ont potentiellement un effet néphroprotecteur? La réponse est oui. Certaines classes de médicaments associent à leur effet hypoglycémiant un bénéfice clinique de néphroprotection. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, professeur Busquet, pour ce très beau tour d'horizon de l'effet rénal des antidiabétiques.